Bonjour et bienvenue encore une fois à notre première rencontre internationale Matices en lenguas extranjeras pour auteurs et lecteurs. Celle-ci sera notre dernière présentation après ces 3 journées d'intervention académique et de beaucoup de réflexion. Dans quelques instants, nous accompagnera la professeure Sonia Vopo de l'Université de Ljubljana en Slovénie. Et elle va nous parler de l'analyse des erreurs de traduction automatique dans les cas spécifiques de langue slovène au français et l'importance d'une formation en post-édition. Donc, je me permets de présenter notre invitée. Elle est la professeure Sonia Vopo. Elle est professeure adjointe au département de traductologie de la faculté des arts de l'Université de Ljubljana en Slovénie et où elle enseigne au niveau du premier et du deuxième cycle. Ses cours comprennent le français et la civilisation francophone, la traduction en français, l'analyse de textes et de discours. Elle a obtenu son doctorat en traductologie à l'université Paris 12 en France en 2001 au cours de l'année universitaire 2009-2010. Elle a également été professeure invitée et responsable du département d'études slovènes de l'INALCO, c'est l'Institut national des langues et civilisations orientales en Paris, à Paris, en France. Ses recherches portent sur la traductologie, la didactique de la traduction, la linguistique des corpus et des textes, et la terminologie et la phraséologie. Donc, bonjour, Madame Vopo. Oui, bonjour. Voilà, Vous j'allais vous m'écoutez bien? demander si vous me voyez, vous m'entendez bien. Ouais, tout Oui, marche très bien. bien, Merci beaucoup. parfait. Oui, donc bonjour à tout le monde. J'aimerais peut-être commencer par féliciter les éditeurs de la revue Métisses et puis remercier également les organisateurs de cette invitation à la table ronde. Et je vous souhaite à tous, et puis bien évidemment aux éditeurs de la revue, une excellente continuation à l'avenir. Mais pour en revenir à mon article, alors malheureusement, je ne peux pas faire le partage d'écran. Est-ce que vous pouvez le faire, vous? Ouais, ne vous inquiétez pas, on le fera directement ici. Et D'accord, très je bien. vais continuer à présenter les autres participants qui seront avec nous aujourd'hui. Donc, d'un autre côté, nous accompagne le professeur Javier Reyes, qui est docteur en sciences du langage et a un master en lettres et littérature de l'Université de Bretagne occidentale en France. Et il est aussi diplômé de l'Université nationale de Colombie du programme de philologie et langue spécialité française. Bonjour, professeur Reyes. Bonjour Manuel et bonjour à tous et bonjour à Sonia aussi et merci de cette invitation. Je suis très content d'être ici. Je remercie tous les participants de leur présence aujourd'hui dans cette table ronde. Merci beaucoup, professeur. Et finalement, nous avons ici la professeure Sara Quintero Ramirez qui nous accompagne aussi de l'Université de Guadalajara en Mexique. Elle est professeure et chercheur. Bonjour, professeur. Bonjour Manuel. Comme je disais, ça fait un instant, il me semble une excellente idée d'organiser ces tables rondes pour une discussion super enrichissante à propos de sujets divers. Non? Donc, je sais que celle-ci ne sera pas l'exception. Et donc, bonjour Sonia, bonjour Javier. Voilà, merci beaucoup, Madame la professeure. Donc, je me permets de me présenter moi-même, qui serai aussi co-animateur et co-modérateur de cette table ronde. Comme vous le voyez, je m'appelle Manuel Velasco. Je suis étudiant de dernière année de la filière de philologie et langue spécialité française de l'Université nationale. Actuellement, je travaille en tant que stagiaire pour la revue Matices en lenguas extranjeras du département des langues. Donc, je pense qu'en ce moment, je crois que je considère bien qu'on commence avec la présentation de Madame Vopo. Donc, vous la voyez tous, j'imagine. Voilà, Madame. D'accord, très bien. Bien, je vous remercie de nouveau. Et donc, comme vous le disiez à juste titre à l'instant, cette présentation, de même que l'article dans la revue, porte sur l'analyse des erreurs de traduction automatique et j'évoque également quelques perspectives pour une formation en post-édition. Alors, ma recherche, bien sûr, porte sur la combinaison linguistique slovène-français, tout en sachant que mes étudiants ont le slovène pour langue maternelle et le français est pour eux, bien sûr, une langue
la langue étrangère. Alors, je vais peut-être commencer par la première. Voilà, donc cette présentation va se faire de la manière suivante. Je vais d'abord commencer par très rapidement évoquer la traduction automatique et sa relation, son lien avec la post-édition. Puis, je parlerai de ma recherche, des participants, des objectifs, de la méthodologie. Je présenterai rapidement, là encore, la typologie des erreurs. Et enfin, je terminerai par évoquer certaines perspectives didactiques à cette activité de post-édition. Enfin, bien sûr, je répondrai volontiers à vos questions. Alors, en ce qui concerne les débuts, l'évolution de la traduction automatique, eh bien, ces débuts remontent aux années 1930, mais c'est surtout à partir des années 1960 qu'on commence à s'intéresser à ce qu'on appelle encore aujourd'hui, et on appelait autrefois le modèle syntaxique des langues, c'est-à-dire qu'au début, eh bien, on va aligner de manière automatique des textes, plusieurs textes bilingues, et puis on va analyser donc les phrases. On fait une analyse phrase par phrase. Dans les années 70, on a un besoin croissant. La communauté européenne, c'est-à-dire l'ancêtre de l'Union européenne, a un besoin croissant dans le domaine de la traduction communautaire, et on met en place ce qu'on appelle encore aujourd'hui le système Sistran. Alors, le système Sistran, c'est en quelque sorte le précurseur dans la technologie de la traduction automatique. L'objectif est bien sûr de répondre aux besoins du marché professionnel, donc à l'époque communautaire. Aujourd'hui, Sistran existe toujours. Lui aussi, c'est un système qui a changé, qui a évolué, qui est toujours actif, mais qui maintenant est surtout se spécialise dans tout ce qui est traduction, terminologie, donc traduction spécialisée plus particulièrement. Certaines universités françaises, entre autres, que je connais bien sûr, peut-être ailleurs également, mais en France, je sais que certaines universités l'enseignent. Dans les années 80, eh bien, on passe du modèle syntaxique des langues à des théories plus sémantiques. On rajoute les théories sémantiques donc au modèle syntaxique. Et la traductologie va également se démarquer de la linguistique, c'est-à-dire qu'elle va devenir une science à part entière. Donc, dans les années 80, on a bien évidemment l'intelligence artificielle qui va se développer. Et dans les années 90, eh bien, dans les années 90, on passe du modèle syntaxique au modèle statistique. On parle donc de traduction automatique statistique. Et on va élargir tous ces domaines, notamment, donc, on commence à travailler davantage avec des mémoires de traduction. On travaille également avec des concordanciers, des dictionnaires électroniques. On commence à utiliser les vérificateurs d'orthographe, de grammaire. Depuis les années 90, bien évidemment, tous ces systèmes ont beaucoup évolué. Dans les années 2000, eh bien, l'intelligence artificielle se combine aux réseaux neuronaux. Ça s'est fait un petit peu par hasard, mais c'est vrai que ça a permis une évolution, mais alors extrêmement rapide, de la traduction automatique. Et puis depuis 2015, on utilise la traduction automatique neuronale. Alors, on connaît bien sûr Google Translate, mais ce n'est pas le seul. DeepL Translation, en fait, est peut-être plus performant à l'heure actuelle que Google, même si celui qu'on connaissait au début, eh bien, c'était surtout Google. Donc, la traduction automatique neuronale remplace la traduction automatique statistique. Et puis, on rajoute bien sûr d'autres technologies, je pense au big data, je pense au deep learning, etc. Mais je ne vais pas bien sûr entrer dans ces détails-là. Alors, vous allez bien aimer la post-édition dans tout ça. Eh bien, tant qu'on n'utilisait pas trop ou peu, ou encore le système n'était pas suffisamment performant, eh bien, on parlait de traduction humaine et bien sûr de révision, c'est-à-dire que quelqu'un traduisait le texte, le traducteur le traduisait, et puis ensuite, en général,
un spécialiste de la langue ou encore quelqu'un dont la langue était la langue maternelle, et bien réviser le texte. Hein. Depuis, ça a changé. On révise, on relit, on post-édite, comme on dit, la traduction automatique. Donc, c'est ça la post-édition. Alors, la post-édition est aujourd'hui étroitement liée à la traduction automatique. Nous sommes partis d'un constat, c'est-à-dire que chaque année, je me rends compte que les étudiants utilisent de plus en plus la traduction automatique. Alors, d'une part, elle a considérablement progressé, et d'autre part, eh bien, nos étudiants, en tout cas en Slovénie, ne peuvent plus s'en passer. Alors, juste peut-être pour situer très rapidement aussi la Slovénie est un petit pays de 2 millions d'habitants qui est frontalier à l'Autriche, l'Italie et la Hongrie, donc en Europe. Même lorsqu'on interdit aujourd'hui aux étudiants de traduire et d'utiliser donc un logiciel de traduction automatique, eh bien, ils ne peuvent plus s'en passer. C'est comme ça. Donc, je pense que ça a évolué et puis il faut faire avec. Donc, il faut, personnellement, j'estime que je dois changer mes méthodes d'enseignement parce que la traduction a progressé, donc ces matières, ces domaines changent. Alors, je remarque également, ça c'est mon deuxième constat, que mes corrections sont différentes. C'est-à-dire que autrefois, lorsque je révisais les traductions des étudiants, je les relisais, eh bien je faisais surtout des corrections grammaticales avant tout. Maintenant, je n'ai plus besoin vraiment de faire des corrections grammaticales parce que c'est la machine qui s'en charge. Si je prends DeepL, même lorsqu'il traduit du slovène vers le français, eh bien il y a peu de fautes grammaticales. Ce qu'il y a, c'est surtout des fautes de syntaxe, des fautes de style et autres. Mais comme je l'ai dit, je veux dire, tout ça a changé. Donc, partant de ces constats, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de commencer de faire une recherche afin de voir finalement quelles seraient les différentes méthodes ou perspectives d'enseignement et qu'est-ce que je dois changer, bien sûr, dans mon enseignement. Donc, j'ai fait une recherche en 2019-2020. Depuis, ça a encore changé. Donc, il va falloir que je refasse cette recherche. J'ai suffisamment, finalement, de textes d'étudiants. À la base, eh bien, 25 étudiants de Master 1 et Master 2 ont participé à cette recherche. Tous sont inscrits au département de traduction de la Faculté des Lettres de l'Université de Ljubljana, donc en Slovénie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agissait de traduire du slovène la langue minorisée, une petite langue qu'on connaît peu, vers le français, qui est une langue majeure, et également donc, de la langue maternelle vers une langue étrangère. Donc, nous avons annoté les erreurs de traduction. Nous avons, pour cette annotation, essayé de mettre en évidence l'évaluation de la qualité de la traduction automatique, les niveaux de difficulté, puisque plusieurs textes ont été traduits. Ensuite, nous avons identifié les erreurs de traduction et l'objectif était que les étudiants eux-mêmes recherchent ces erreurs et essaient donc de les corriger. Alors, en ce qui concerne la méthodologie, nous avons utilisé 4 textes de genre et de difficultés variées. Alors, un article de presse sur la Slovénie. En soi, la traduction n'était pas très compliquée. Le français était général. Et le slovène, bien sûr, également. Ensuite, il s'agissait d'une présentation écrite d'une collection du Musée national slovène sur un tissu. Ensuite, il s'agissait d'un texte touristique, là encore sur la Slovénie, et un article plus difficile parce qu'il y avait toute une terminologie sur l'histoire du patrimoine slovène. Donc, nous avons utilisé Google Translate, puisque à l'époque, DeepL Translate ne traduisait pas du slovène vers le slovène, donc il n'y avait que Google Translate. Et une fois donc les textes traduits par Google, eh bien, les étudiants les ont post-édités, c'est-à-dire qu'ils les ont relus, ils ont essayé de corriger et d'améliorer donc les traductions qui étaient à l'état brut, une fois donc sorties de Google.
La typologie des erreurs est la suivante. Nous avons donc distingué 3 typologies principales. Nous avons vérifié tout d'abord la langue et nous avons classé les erreurs dues à la traduction automatique. Nous avons également vérifié la traduction, c'est-à-dire les erreurs, les éventuelles erreurs de traduction. Nous avons vérifié la métrique, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'il s'agit d'une traduction mot à mot, plutôt littérale, ou encore plutôt une traduction de sens. Est-ce que la machine arrive à traduire le sens, ou bien est-ce que les phrases, les termes sont placés les uns après les autres? Et la qualité du texte traduit. Est-ce qu'on peut dire en final qu'il s'agit d'une bonne traduction ou d'une mauvaise traduction? Au niveau de la typologie d'erreurs linguistiques, eh bien, nous avons mis en évidence 6 types d'erreurs, des erreurs de grammaire, des erreurs de style, de syntaxe aussi, de sens, l'orthographe, le lexique, la phraséologie, c'est-à-dire tout ce qui relève des collocations, des expressions idiomatiques. Et pour la traduction, donc, il s'agissait de vérifier s'il y a la traduction automatique faisait part d'omission, de calque ou éventuellement donc d'ajout de mots, de termes. Alors, le tableau à côté montre le pourcentage d'erreurs. Donc, à l'époque, Google Translate, en fonction des types de texte, c'est-à-dire plus le texte était simple, moins il y avait d'erreurs, et plus le texte était, d'un point de vue terminologique ou stylistique, difficile, et bien plus il y avait d'erreurs. Donc, en majorité, les erreurs de grammaire, de syntaxe et de style prévalaient, puis les erreurs sémantiques, orthographe, essentiellement la ponctuation, c'est-à-dire l'usage de la virgule. Au niveau du lexique et de la terminologie, c'est-à-dire les nuances de sens. Des difficultés également au niveau des collocations. Bon, là, je pense que c'est dû au fait que le slovène utilise un certain nombre de verbes incolores par passe-partout, verbe creux, selon la dénomination que l'on choisit. Et c'est vrai que bon, la traduction automatique a tendance à traduire ça mot à mot. Donc là où on peut mettre une collocation, je dirais un petit peu plus recherchée en français, et 4% uniquement pour les omissions et le calme. Donc 38% pour la grammaire, 24% pour la sémantique, 14% pour l'orthographe, pareil, 14% pour le lexique, 6% pour la phraséologie et 4% pour tout ce qui est omission et calme. Donc en grande majorité, plus ou moins tout était traduit, sauf que pour le dernier texte, qui était le plus compliqué, là par contre, c'est là qu'il y a le plus d'omissions ou de calques et d'erreurs d'une manière générale. Alors, qu'est-ce qui a été corrigé par les étudiants? Les corrections les plus fréquentes correspondaient à la grammaire. Ils ont bien sûr pu corriger un certain nombre d'erreurs grammaticales, essentiellement les fautes d'accord, encore les accords en nombre, ça les étudiants ont pu les trouver. Au niveau de la syntaxe, ils ont pu rétablir, dans certains cas, en tout cas pour les textes plus simples, où là il y avait de grosses erreurs, ils ont pu rétablir l'ordre des mots corrects, selon la syntaxe classique française, c'est-à-dire sujet, verbe, complément. Ils savaient déjà qu'il fallait éviter les répétitions, donc d'une manière générale, ils ont pu retrouver les répétitions. Dans le dernier texte, la traduction était vraiment très mauvaise, hein, donc les phrases n'étaient pas compréhensibles, donc là, ils ont pu, bien sûr, retravailler ces phrases. Et pareil, on s'est rendu compte que la terminologie était erronée. Là, par contre, les erreurs qui n'ont pas été trouvées par les étudiants correspondaient donc aux prépositions et aux articles, mais ça, je m'y attendais un petit peu parce que lorsque les étudiants traduisaient eux-mêmes leurs textes, eh bien, souvent, je devais corriger l'emploi des prépositions et l'emploi de l'article. L'emploi de la virgule est différent en slovène et en français, donc très souvent ils me font eux-mêmes des fautes d'orthographe en ce qui concerne l'emploi de la virgule, donc là aussi je m'y attendais un petit peu. Au niveau de la syntaxe, eh bien là ils ont des difficultés, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à utiliser la syntaxe mot pour mot, déjà dans leur propre traduction, donc ils n'ont pas remarqué que le français, dans tel texte, eh bien, pouvait utiliser une autre syntaxe, encore que le style était
pouvaient être plus améliorées dans certains textes. Là où les phrases, le style était, enfin les phrases étaient trop lourdes, eh bien ils n'ont pas là encore corrigé ces phrases. Et au niveau de la sémantique et du lexique, eh bien là encore les nuances de sens posaient des problèmes. Alors face à cette recherche, je me suis dit bon ben maintenant je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment modeler, comment créer, comment proposer un nouvel enseignement, de nouveaux exercices par rapport justement, enfin, en rapport avec la situation actuelle et plus particulièrement dans des exercices de post-édition. Donc, je me suis penchée sur les études qui ont été faites en la matière. Et donc, j'ai fait une nouvelle recherche, mais cette fois-ci une méthodologie qui est axée sur la pédagogie de la post-édition. Alors, la première chose, c'est ces recherches, donc les différentes études mettent en évidence les différences entre l'acte de révision et l'acte de post-édition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la révision s'applique à la traduction humaine, tandis que la post-édition s'applique à la traduction automatique. Les différentes études ont mis en évidence 4 ou 5 types de post-édition. Donc, la post-édition dite complète, lorsque le texte final est révisé dans un souci de qualité, de grande qualité. Ensuite, la post-édition dite professionnelle, lorsque le texte est produit par la traduction automatique et également par traduction assistée par ordinateur. Alors, la traduction assistée par ordinateur, c'est ce qui relève des différents logiciels de traduction, pour ne prendre que l'exemple du plus connu sans doute qui est Trados. C'est-à-dire que les agences de traduction ont tendance à utiliser donc un logiciel de traduction comme Trados et à compiler énormément de corpus, c'est-à-dire beaucoup de textes. Et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, le logiciel traduit lui-même à partir des traductions déjà faites. Voilà, donc c'est ce qui correspond à la traduction professionnelle. Donc, on combine en fait la traduction automatique à la traduction assistée par ordinateur. Le troisième type mis en évidence, c'est la traduction dite rapide, quand la révision du texte est superficielle. Parfois, cela suffit. Si une entreprise a juste besoin de connaître le contenu d'un texte et finalement, bon, elle ne s'intéresse pas tant à la langue, mais plus au contenu, donc on peut effectivement faire une traduction rapide. La traduction à l'état brut, eh bien, c'est lorsque la révision du texte passe par un moteur de traduction automatique. Finalement, c'est avant la révision, avant la post-édition. Et la post-édition minimale, qui vise à produire une qualité finale acceptable avec un minimum de modifications. Alors, c'est, je dirais, entre la traduction brute et la traduction professionnelle, celle qui finalement ne nécessite pas une grande rigueur linguistique. À cela, bien évidemment, toutes les études ont mis en évidence le fait que le niveau de post-édition dépend de différents facteurs. Pour ne citer que l'utilisation finale, le client, le volume de documentation à traiter, le niveau de la qualité qui est attendu en fonction des différents types de post-édition que j'ai évoqués à l'instant, le temps à disposition du post-éditeur, parce qu'en général, on a énormément de textes à post-éditer, donc il faut faire vite. La durée de vie du document, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, tout évolue très rapidement, tout progresse très rapidement. Et également, donc, le matériel informatique à disposition et puis la publication, à savoir est-ce que le texte post-édité doit être publié ou pas. Lorsqu'il s'agit bien sûr d'une traduction post-éditée à utiliser, dont l'utilisation est interne à une entreprise par exemple, il est clair que la post-édition sera moins rigoureuse que s'il s'agit d'une traduction qui sera publiée. Ou encore, là encore, cela va dépendre du type de texte. Si c'est une traduction publiée dans un texte juridique,
pour un texte, pour une revue juridique ou un texte juridique, là il est clair que ça doit être beaucoup plus précis. Donc là encore, c'est très variable. Alors à partir de là, j'ai recherché les différentes perspectives didactiques proposées, dans un premier temps pour la théorie. En ce qui concerne donc la théorie, eh bien, les différentes études, les différents auteurs proposent des cours théoriques sur la post-édition qui pourraient commencer par une introduction à la traduction automatique et à la post-édition, puis à la gestion de bases terminologiques, puisque souvent dans la traduction professionnelle, eh bien, ce sont des textes spécialisés, très orientés vers la terminologie, que l'on propose. Et puis également, il faut travailler la linguistique textuelle, puisque la post-édition la correction va également changer, être différente en fonction des types de textes. Et il propose également, il préconise des compétences de base en programmation. Là, j'avoue que je suis un petit peu sceptique en ce qui concerne les compétences de base en programmation, parce que le traducteur, lorsqu'il post-édite, eh bien, il a déjà tous les outils. Donc, je ne pense, personnellement, je ne pense pas que des bases en programmation soient nécessaires. Après, bon, bien sûr, cela dépend, j'imagine, des études en traduction. Alors, en ce qui concerne l'introduction à la traduction automatique et la post-édition, je pense personnellement qu'il faut effectivement ajouter des cours sur l'évolution de la traduction automatique et les différentes approches que j'ai tout à l'heure évoquées, notamment syntaxique, statistique et neuronale, les différents types de traduction, de post-édition, mais également, je pense qu'il est indispensable de relier de mettre en place un enseignement qui va relier donc les outils d'aide à la traduction et les outils de Tao. Alors, les outils de Tao, ce sont les outils donc, de traduction assistée par ordinateur que j'ai évoqués tout à l'heure du style Trados, parce que les agences de traduction travaillent avec tout cela. Donc, il faut bien sûr enseigner tous ces outils, toutes ces technologies, enfin, je pense, c'est mon avis personnel, donc aux étudiants. En ce qui concerne les perspectives didactiques, du point de vue donc pratique, il est clair que donc les différentes études mettent en évidence le fait que la maîtrise linguistique, la maîtrise d'une langue est indispensable. Pareil au niveau de la gestion terminologique, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la grande majorité des cas, on a des textes spécialisés à traduire. Des compétences en informatique, en traduction spécialisée, en technologie du langage. Également, mettre en évidence, faire des exercices, analyser les erreurs de traduction concernant la traduction automatique et également donc travailler les différents niveaux de post-édition. Et les études, les auteurs préconisent également une collaboration avec les agences de traduction. Je pense que c'est très bien, effectivement, de placer les étudiants en position professionnelle. Je sais qu'il y a des universités qui proposent des masters où l'étudiant est une semaine à l'université et une semaine, donc, il travaille dans une entreprise ou dans une agence de traduction. Concrètement, en ce qui concerne mon cours, je dirais que à partir de l'année prochaine, je mettrai très certainement en place des exercices à partir de traduction automatique. Donc, ces exercices devront mettre en évidence, sont des exercices de style, des exercices de grammaire, mais pas n'importe lesquels, bien sûr, au niveau du lexique, au niveau de la syntaxe, des collocations, donc sur la phraséologie, entre autres, du français. Donc, on doit créer des cours spécifiques. Ces cours sont différents. Il s'agit bien sûr de possibiliter sa langue à partir de sa langue maternelle ou vers sa langue maternelle, ou à partir de langue maternelle vers langue étrangère, ou vers donc la langue maternelle, cela va différer. L'objectif est de créer des exercices visant à renforcer la capacité à produire des traductions professionnelles, bien sûr des exercices visant à sensibiliser les apprenants aux différences entre la révision et la post-édition, parce qu'il y a tout de même une part de traduction humaine qui est toujours présente, et développer toutes les compétences linguistiques
donc faire des exercices de traduction, mais des exercices de langue, des exercices relatifs à la grammaire de texte, par exemple des exercices sur les connecteurs, sur la cohésion, la cohérence d'un texte par rapport au type de texte, donc le style bien sûr, la phraséologie, et quand on a des textes plus terminologiques, plus spécialisés, bien sûr, je pense qu'il faut également travailler donc la terminologie. Si possible, si on a le temps, à partir ou à l'aide d'outils de traduction. Alors, bien sûr, c'est tout un changement, tout un bouleversement, je dirais, de mon activité d'enseignement de traduction, enfin, concernant les perspectives didactiques de l'enseignement de la traduction. Mais bon, je pense que ça correspond vraiment à l'image et à la situation actuelle, enfin la situation que nous vivons quand il s'agit d'enseigner, que ce soit d'enseigner la traduction, que ce soit vers notre langue maternelle ou vers une langue étrangère. Voilà, je vous remercie. D'accord, merci beaucoup, Madame Vopo. Je pense que vous avez éclairci peut-être de petits doutes que nous avions au moment de lire l'article et maintenant vous avez suscité d'autres questions et d'autres questionnements et d'autres faits. Donc, je vais passer la parole à la professeure Sarah ou au professeur Javier s'ils veulent intervenir en ce moment, s'ils ont des commentaires par rapport à la présentation. Oui, tout à fait. Ben, je ne sais pas, Javier, si vous me le permettez, je vais prendre la parole. Merci bien, Sonia, pour votre présentation. C'est vrai ce que Manuel disait à propos de cette présentation qui a éclairci énormément l'article que nous avons lu, mais de même qui a provoqué chez nous d'autres discussions. Non? Donc, tout d'abord, je voudrais quand même c'est pas peut-être le point central de votre étude, mais c'est une question vraiment de curiosité de ma part à propos de l'évolution de la traduction automatique. Moi, je me rappelle que je faisais des traductions, ça fait 20 ans, et c'est vrai que je ne pouvais pas me servir de ces traducteurs automatiques parce qu'on passait beaucoup plus de temps à corriger le produit de ces traducteurs que le fait de traduire à la main. Je dis à la main, c'est traduire complètement le texte nous-mêmes, non? À l'heure actuelle, c'est vrai que, par exemple, Google Translator nous présente des productions excellentes et n'en parlons pas de DeepL qui, pour moi, les traductions sont excellentes, quoi. J'ai entendu des collègues qui disent que les traducteurs vont disparaître. Et donc, je voudrais poser cette question-là. Quel est l'avenir, étant donné l'évolution si grande que nous avons présenciée de ces traducteurs automatiques, quel est l'avenir du métier de traducteur et des traducteurs? Donc, voilà, ma première question. Oui, je vous remercie pour cette question. Effectivement, c'est une question que beaucoup de personnes, à mon avis, se posent. À l'heure actuelle, après, je ne sais pas comment ce sera dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, j'avoue que ça ne m'inquiète pas vraiment. Parce que, effectivement, alors, DeepL Translate, je ne parle plus de Google Translate que je n'utilise plus parce que DeepL est nettement plus performant. Il est vrai que DeepL traduit très bien certaines choses, mais comme j'ai dit, seulement certains textes. C'est-à-dire que plus on se tourne vers la traduction spécialisée ou alors vers des textes qui sont à la base beaucoup plus idiomatiques, là par contre, il y a beaucoup d'erreurs. C'est ce que nous avons pu remarquer avec le 4e texte où il s'agissait qui racontait en fait l'histoire du patrimoine culturel. Il y avait énormément de textes liés aux vêtements utilisés par les gens d'autrefois. Donc, c'était très poussé de manière, au point de vue de la terminologie. Et ça j'avoue qu'à l'heure actuelle, aucun logiciel, je ne pense pas qu'on puisse traduire ceci. Alors, un jour, ça se fera peut-être, mais pas encore. Ensuite, il y a bien sûr des domaines où les logiciels peuvent cumuler des corpus.
Là, effectivement, dans le domaine de la médecine, on a beaucoup parlé, par exemple, de la Covid. Alors, j'imagine que là, DeepL va certainement être performant, hein, puisqu'on a énormément de corpus de textes. Donc là, d'un point de vue terminologique ou pour la médecine, je pense que ça ne devrait pas, à mon avis, mais bon, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je suppose que ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Au niveau de la littérature, là encore, au point de vue de la grammaire, ça passe bien, mais là, on a tout le style. Je veux dire, pour l'instant, les traducteurs, les logiciels de traduction automatique ne peuvent pas traduire le style, enfin, tout ce qui est métaphore, métonymie, voilà. C'est pareil, au niveau, je dirais, de tout ce qui est les expressions idiomatiques. Alors, les expressions idiomatiques les plus courantes, soit, mais dès qu'on arrive vers un côté nettement plus, pas seulement, je ne pense pas tant aux colocations, en matière de publicité, là, vous avez tous les jeux de mots également, ça on ne peut pas les traduire. Là directement, on passe à la transcréation, à la localisation. Donc, alors, personnellement, où est-ce que je vois, moi, le futur à l'heure actuelle du traducteur? Moi, je pense qu'il faut travailler davantage la terminologie, c'est-à-dire mettre en place des dictionnaires terminologiques, un peu comme le font les Canadiens, qui sont vraiment très performants. Là, je pense au Termium, dictionnaire de concurrence. Alors, au niveau de la Slovénie, je vous avoue qu'il y a énormément encore de choses à faire. Je ne sais pas au niveau de l'espagnol et du français où en est la situation, je vous l'avoue, mais pour le slovène et le français, il y a énormément encore de choses à faire au niveau des dictionnaires terminologiques, comme je l'ai dit, du style Termium. Ensuite, il y a tous les dictionnaires bilingues concernant les colocations. Ensuite, on parle beaucoup de localisation et de transcréation à l'heure actuelle, c'est-à-dire que on passe dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire que les agences de traduction ou le traducteur va évolue, je dirais, dans un domaine parallèle. Alors, je pense au marketing plus particulièrement. Alors pour prendre un exemple précis, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité de regarder les sites touristiques. Alors moi, j'ai fait une étude là-dessus il y a quelques années et j'ai comparé le site touristique de Londres et le site et Paris également. Et je me suis rendu compte, notamment pour Londres, que c'était très localisé dans le sens où, eh bien, vous aviez, c'était pas traduit, hein, c'est-à-dire que les images étaient différentes, les textes étaient différents. Alors, pour prendre un cas extrême, il y avait d'un côté donc la page qui décrivait donc Londres qui était destinée aux Chinois. Alors j'ai mis ça dans DeepL Traduction, je l'avoue, et j'ai pu de la sorte confirmer qu'en fait on présentait Londres aux étudiants uniquement, pas aux touristes mais aux étudiants, alors que aux Français, aux Italiens, aux Espagnols, c'était présenté de manière différente avec des images différentes, des textes différents. Alors parfois c'était traduit, parfois ce ne l'était pas. Ensuite, c'était pareil hein, pour le site de Paris finalement. Donc ça, je pense que c'est je dirais, un autre domaine où le traducteur peut, à mon avis, évoluer. Et puis la transcréation, c'est-à-dire quand on regardait les publicités ne sont pas traduites. C'est-à-dire, il faut comprendre le contenu, hein, le texte, il faut comprendre le texte, connaître la langue, connaître la culture, connaître, je dirais, tous ces éléments interculturels pour pouvoir ensuite présenter une publicité sans commettre d'impair. Donc, et puis il y a toutes les technologies également, sans être programmeur, hein, sans programmer soi-même. Il y a toutes les technologies qui évoluent, donc il faut de toute façon vérifier systématiquement où elles en sont. Là, je ne pense pas seulement aux outils de Tao, je pense également aux autres logiciels du style Sketch Engine, c'est-à-dire tout ce qui est corpus hein, qui permet bien sûr d'analyser. Donc voilà, je pense que oui, déjà pas mal.
Non, oui, et de là, l'importance de travailler les compétences pragmatiques, socioculturelles, interculturelles des étudiants, justement, pour qu'ils soient capables de faire cet énorme travail qu'il y a là-dedans. Non, j'avais pas pensé, sincèrement, je suis honnête, j'avais pas pensé à tout ce travail de lexicographie. Et d'élaboration de dictionnaires, etc. Non, donc c'est sensationnel. Et vous avez quand même parlé de ce langage créatif, non, à travers les métonymies, les métaphores, les hyperboles, qui culturellement ne sont pas traduites si facilement. Donc la partie humaine, non, le rôle du traducteur va jouer justement un rôle super important là, non, là-dedans. Donc merci bien. Une deuxième question que je vais me permettre de poser, si vous me le permettez, c'est à propos justement des genres textuels, parce que vous avez parlé justement de comment il y a des genres qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres, pas seulement pour la traduction, mais aussi pour la post-édition. Et dans ce cas-là, vous avez même parlé de la transcréation. Surtout, je pense que c'est pas la même chose, par exemple, peut-être parler d'un texte, je ne sais pas, d'une recette de cuisine qui pourrait quand même être plus ou moins difficile par rapport aux ingrédients, mais qui, dans le processus, est un petit peu plus général, et que parler, par exemple, d'un poème. Et surtout au niveau culturel, etc. Donc, quels seraient, disons, les genres textuels qui présentent plus de défis pour la traduction automatique et justement pour la post-édition? Oui, alors là, je pense que là, c'est toujours pareil. Hein, je pars du fait que cela va dépendre si le traducteur traduit vers sa langue maternelle, post-édite vers sa langue maternelle, ou s'il s'agit d'une langue étrangère. Donc, si quelqu'un post-édite vers une langue étrangère, cela nécessite automatiquement une très bonne formation de base, donc une très bonne connaissance en la langue étrangère. Alors, au niveau des types de textes, là, en fait, cela rejoint, enfin, je pense que cela rejoint toute la linguistique textuelle. Alors, pour prendre une base, peut-être Jean-Michel Adam, qui a beaucoup écrit en la matière, et il met en évidence les caractéristiques de différents types de textes, hein, c'est-à-dire un récit va utiliser, par exemple, je ne sais pas, un conte va utiliser le passé simple, ensuite une biographie, alors là je parle du français bien sûr, va utiliser le présent, etc. Ensuite, donc, pour ce type de texte narratif, que ce soit et descriptif, je veux dire, il y a certaines caractéristiques grammaticales, stylistiques, syntaxiques. Et ça, je pense que la machine, enfin, j'en suis sûre, en ce qui concerne les contes pour enfants, j'ai fait cette vérification et je sais qu'elle n'utilise pas le passé simple. Donc là, automatiquement, je dirais que à la base, le traducteur doit savoir concrètement, donc s'il traduit un conte pour enfants, qu'il doit utiliser le passé simple parce que c'est ce qui est requis, ce qui est spontané, je veux dire, dans ce type de texte. Après, ça va dépendre. Quand on a un texte argumentatif, on a toute la rhétorique, on a l'argumentation. Et quand on apprend l'argumentation, la rhétorique aux étudiants, eh bien, on va utiliser là encore un certain langage. Et il y a toute la structure. Alors, c'est pareil. Le CV, si vous le traduisez tel que, il va paraître étranger au français. Là, je parle du CV slovène parce que la structure est complètement différente. C'est pareil pour l'argumentation, que ce soit pour une dissertation, que ce soit pour un essai, ou alors tout simplement une présentation, un discours politique. Les discours politiques ont pas mal de figures de style dans les discours politiques. Et puis, il y a toute la cohérence, la cohésion, l'usage des connecteurs. Je dirais qu'il y a énormément de caractères linguistiques qui peuvent être, qui sont à la base des différents types de textes que l'on enseigne, donc en linguistique textuelle. Et puis, quand on va vers la traduction spécialisée, eh bien là, on rencontre bien sûr toute la phraséologie, c'est-à-dire une phraséologie, la phraséologie en politique, bien sûr la terminologie,
que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, mais la phraséologie dont on parle peut-être moins. C'est-à-dire qu'il y a toute une phraséologie qui sera différente selon qu'on doit traduire ou rédiger tout simplement un texte politique, un texte lié par exemple, je ne sais pas, à la biologie, à la médecine, aux mathématiques, ou encore, je ne sais pas moi, plus dans le domaine, je sais que j'ai fait des traductions dans le domaine du karst, donc tout ce qui relève, je dirais, des grottes, de la roche, etc. Donc là encore, c'est différent. Donc là, c'est vraiment en fonction des types de textes, des types de discours également. Est-ce qu'il s'agit d'un discours plutôt réalisé ou alors un discours complètement écrit? Vous avez évoqué tout à l'heure la poésie. Bien sûr, la poésie, ça la machine ne peut pas. Grammaticalement, si, bien sûr, vous allez avoir des phrases qui vont être alignées, mais pas pareil. Est-ce qu'elle va vraiment pouvoir mettre en évidence tout ce qui est sonorité, etc. Non, je pense que là, il y a tout un travail que la machine ne peut pas faire. Donc oui, la base, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut, c'est pour ça que l'enseignement, à mon avis, doit changer parce que à partir du moment où la machine propose des traductions grammaticalement correctes, il faut bien sûr proposer d'autres types d'exercices. Voilà, donc très rapidement, je dirais, en fonction des types de textes. Merci bien, Sonia. Ah, excusez-moi, oui, j'ai oublié bien sûr les corpus. Alors, les corpus peuvent parfaitement être utilisés pour corriger la traduction automatique, puisque quand vous mettez des corpus, vous utilisez donc un logiciel du style Sketch Engine ou d'autres, un LaTeX, il y en a beaucoup d'autres. Et vous pouvez mettre en évidence les caractéristiques du texte, et puis ensuite, ça permet également plus facilement de corriger les traductions automatiques. Ok, merci bien. Merci beaucoup, madame. Je ne sais pas si monsieur Reyes, s'il voudrait ajouter quelque chose ou de commentaires en ce moment. Oui, j'aurais un commentaire. Je voudrais souligner l'aspect interdisciplinaire de votre recherche. Vous avez pu réunir dans un seul travail des éléments, bien sûr, de la traduction, mais aussi de l'analyse d'erreurs et, bien sûr, avec une vision à partir de l'introduction des nouvelles technologies de l'information, de la communication, comme les traducteurs automatiques et les traducteurs ou la traduction assistée par ordinateur. Mais le plus intéressant pour moi, c'est que tout cela se voit appliqué dans l'enseignement des langues et dans ces cas particuliers dans la post-édition. Et ma question porte un peu sur ces sujets. Principalement, c'est sur les réactions des professeurs en général face aux nouvelles technologies. Et on voit souvent un rejet de l'utilisation de ce type d'instruments, d'outils en cours de langue et en général, et dans les cas particuliers de la traduction, bien sûr, on peut voir une certaine réaction négative de la part des professeurs. Alors que cela pourrait être très intéressant d'utiliser ce type d'instruments, comme vous l'avez montré, et surtout pour développer de nouvelles compétences différentes et principalement au niveau de la pragmatique de la langue ou au niveau des aspects interculturels qui interviennent dans la traduction des textes. Oui, je vous remercie. Effectivement, j'avoue, j'ai fait partie de ces professeurs qui rejetaient la traduction automatique. Et je la rejette toujours en licence. C'est-à-dire qu'au niveau de la licence, quand les étudiants commencent leur première année de traduction, je leur interdis d'utiliser la traduction automatique. Évidemment, ils ne m'écoutent pas. Donc, j'ai décidé l'année prochaine de continuer parce que s'ils ne connaissent pas la langue, si vraiment le problème c'est que quand ils utilisent la traduction automatique, eh bien ils n'apprennent pas la langue, pire, ils l'oublient. Donc il faut quand même ne pas oublier que la langue est à la base et qu'ils doivent apprendre d'abord la langue avant de pouvoir utiliser la traduction automatique. Donc l'année prochaine, je ferai de la traduction à l'ancienne, de la traduction humaine en classe. Ils ne font plus de traduction chez eux en troisième année de licence parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'utiliser la traduction automatique. C'est comme ça.
Donc, vous avez tout à fait raison. Je pense que les deux doivent coexister. La traduction humaine, à la base, c'est indispensable. Et ensuite, on peut utiliser la traduction automatique. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, puisque la traduction automatique a tellement évolué que les traducteurs l'utilisent, parce que c'est beaucoup plus rapide. Ils peuvent traduire énormément de textes en très peu de temps, finalement. Et donc, oui, les deux doivent, je pense qu'ils, c'est pas qu'ils ils peuvent, elles coexistent déjà, mais on ne peut pas oublier la traduction humaine qui reste tout de même indispensable. Mais oui, on ne peut aujourd'hui, on ne peut pas éviter d'utiliser ni d'enseigner la traduction automatique, ni d'enseigner la post-édition. En tout cas, au niveau du master, je pense que c'est une évidence aujourd'hui. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à Manuel. Merci beaucoup, professeur. Bon, je voudrais justement dire que vous avez déjà mentionné plusieurs fois que c'est inévitable de commencer à utiliser ce type de logiciel et c'est inévitable d'empêcher les étudiants d'utiliser et de traduire automatiquement. Donc, je vous demanderai si peut-être par le futur, on ne parlerait plus, disons, d'une formation très stricte pour des traducteurs, mais plutôt on se pencherait sur la formation des post-éditeurs, surtout. Oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que c'est déjà en place dans certaines universités. Donc, en ce qui nous concerne, l'intitulé des cours reste des cours de traduction, mais en fait, au niveau du master, que ce soit vers la langue maternelle ou vers la langue étrangère, on est dans la grande majorité des cas amenés à faire de la post-édition à l'heure présente. Oui. Oui. Mais personnellement, je ne commence qu'au niveau du master. À ma connaissance, mes collègues le font également au niveau du master. Parce que quand vous traduisez du slovène vers le français, donc, il y a, je dirais, un certain type d'enseignement à pratiquer, puisque c'est la langue, il faut apprendre une langue étrangère. Et inversement, la post-édition d'une langue étrangère vers la langue maternelle, là encore, c'est différent parce que la langue maternelle, vous la comprenez, vous la connaissez, sauf que la langue étrangère, souvent, quand vous avez un texte à traduire, eh bien, très souvent, les étudiants ne comprennent pas tout. Donc, ils ont besoin de dictionnaires, ils ont besoin. Alors, imaginez que vous ne compreniez pas le texte en langue étrangère et que la machine va le traduire. Si vous ne connaissez pas suffisamment la langue étrangère, c'est pareil, vous ne pouvez pas corriger, même dans votre langue étrangère, même dans votre langue maternelle. Donc c'est vrai c'est différent. Et puis après, ça va dépendre aussi des exercices, c'est-à-dire que par exemple, en France, on fait beaucoup de traductions, mais ce sont, je dirais, des traductions plus pédagogiques, moins professionnelles. C'est-à-dire que on vous apprend à traduire pour le CAPES, pour l'agrégation, pour passer ces concours. Donc là encore, c'est encore un autre type de traduction et j'imagine que là encore, il y a d'autres types d'exercices. Et puis après, ça va dépendre de la langue, c'est-à-dire que du niveau de langue. Les étudiants slovènes ont une très très bonne connaissance de l'anglais, alors que ce n'est pas du tout le cas du français. Donc là encore, ça va changer. Donc je dirais que c'est très disparate, c'est très différent. Il y a énormément de critères, de facteurs à prendre en compte lorsqu'on met en place un cursus en post-édition ou en traduction d'une manière générale, bien sûr, mais là on parle de la post-édition. D'accord, merci beaucoup. J'aurais une autre question là, et c'est par rapport à la formation, surtout des traducteurs dits directs ou des interprètes. Et je ne sais pas quel serait leur rôle, par exemple, de commencer à permettre ces outils de traduction automatique. Je ne sais pas si ce serait aussi un bénéfice, disons, pour le travail du traducteur direct ou de l'interprète, ou si au contraire, ce serait complètement le cas opposé. C'est une très bonne question. Dan, vous pensez à la traduction orale, c'est ça? Quand vous parlez d'interprétation,
Alors, nous formons aussi des interprètes je vous avoue, je ne me suis pas posé la question à leur niveau, mais je pense que oui, ils pourraient, pourquoi pas, ils pourraient utiliser la traduction automatique au début, quand il s'agit de parfaire leurs connaissances linguistiques, ou peut-être éventuellement pour, je dirais, pouvoir cumuler, puisque les interprètes, très souvent, se font des glossaires pour pouvoir ensuite interpréter. C'est-à-dire que systématiquement, ce sont des glossaires thématiques. Donc oui, peut-être que la traduction automatique peut les aider en ce qui concerne à créer, je dirais, à des glossaires de base, c'est-à-dire à cumuler le vocabulaire pour pouvoir ensuite le réutiliser, des vocabulaires, donc des glossaires thématiques. À ce niveau-là, oui, je pense que ça peut effectivement les aider parce que sinon, ça prend du temps, cette constitution, cette création de glossaire. Après, à un niveau plus avancé, peut-être moins parce qu'ils sont déjà tellement, ils ont déjà tellement progressé en interprétation que finalement, ils écoutent et ils retransmettent. Là, je pense à la traduction simultanée essentiellement. En ce qui concerne la traduction consécutive, oui, je pense que là, ça peut les aider également, puisque souvent, en traduction consécutive, ils reçoivent les textes à l'avance, ils doivent les traduire. Donc, oui, là, ça peut les aider, c'est-à-dire que c'est plus rapide, les traductions seront plus rapides. Et puis après, bon, ils les post-éditent. Oui, donc dans ce cas, oui, tout à fait, oui. Donc, merci pour cette réflexion. Je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Merci à vous pour votre réponse. Je ne sais pas si Madame Quintero ou le professeur Reyes il voudrait ajouter quelque chose de plus. Je pense que nous avons quelques 5 minutes avant de fermer notre discussion. Je voudrais savoir si vous connaissez d'autres universités qui proposent des formations en post-édition et si ces formations existent depuis longtemps ou si c'est nouveau ou si elles sont plus avancées. Alors là encore, je connais surtout la France, je l'avoue. Je sais qu'en Suisse, il y en a aussi, en Belgique aussi, mais je n'en connais pas plus. Personnellement, je connais Paris Diderot, Paris 7. Donc là, je sais qu'ils sont surtout axés vers la traduction professionnelle. Donc oui, je sais qu'ils ont des cours de post-édition. À Grenoble également, j'ai suivi un colloque au mois de septembre, au mois d'octobre, sur justement l'enseignement de la post-édition. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'universités, en Europe en tout cas, qui proposaient des cours de post-édition. Mais dans la grande majorité des cas, il s'agissait donc de traduction soit spécialisée, soit de traduction professionnelle. Donc, moi, en ce qui me concerne, nos étudiants en Slovénie n'ont malheureusement pas encore le niveau de français suffisant pour pouvoir proposer ce type de cours. Donc, je reste à une post-édition relativement simple ou facile, mais ailleurs en France, oui, tout à fait. De plus en plus, j'ai envie de dire, même puisque on ne peut pratiquement plus se passer dans le domaine de la profession, dans le domaine donc de la traduction professionnelle, on ne peut plus se passer ni des technologies, ni des outils de Tao, ni des corpus, ni de la traduction automatique. Donc oui, automatiquement, on passe à la post-édition. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord, donc merci beaucoup à vous tous. Je pense que nous avons accompli le temps que nous avions prévu pour cette discussion. Je trouve cela très enrichissant et votre travail très intéressant, madame. Oui, dans un contexte où on sait qu'on ne peut plus se passer des outils technologiques, des nouvelles technologies et tout cela, c'est très important de commencer à repenser la formation et dans ce cas, la formation des traducteurs. Donc, on vous remercie énormément.